Coucou mes rebelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire de True Crime. Notre histoire d'aujourd'hui nous emmène aux États-Unis, donc dans la ville d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Nehemia Griego. Parce que vous savez que j'ai un problème avec les noms. Je ne vais pas déformer le prénom ou le nom de quelqu'un. Donc, c'est Nehemia ou Nehemia Griego, en fait. Donc, Nehemia Griego est né le 20 novembre 1997 à Albuquerque, aux États-Unis. Il est l'aîné d'une famille récomposée. Pourquoi récomposée? Parce que son père a eu six enfants d'un précédent mariage. Et donc, avec la mère de Nehemia, Sarah, ils ont eu quatre enfants, dont Nehemia l'aîné, Zéphania, 9 ans, Jaël, 5 ans, Angelina, 3 ans en fait. Nehemia, il a 15 ans. Je prends des notes comme d'habitude pour ne pas raconter des bêtises. Donc, si vous voyez que parfois j'ai la tête en bas, c'est pour prendre des notes en fait. Il faut savoir que le père de Nehemia, il a grandi dans une famille modeste, un peu comme on voit dans les films aux États-Unis. Donc très vite, ils rentrent dans des affaires louches, la drogue et autres et autres et autres. La drogue, le cambriolage, le vol. Et là, il va se faire arrêter. Donc, son père, le père de Nehemia, s'appelle Grégory. Donc, Grégory va se faire arrêter. Il va aller en prison. Quand il va aller en prison, une fois en prison là-bas, il va rencontrer Dieu, en fait. Moi, j'ai jamais compris les gens qui rencontrent Dieu en prison. J'ai jamais compris ça, mais Dieu, bon, Dieu, il est partout, en fait. Donc, son père, il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer Dieu en prison. Et de là, la caméra là ne sera pas un peu tordue. Là, c'est bon. Donc, son père va rencontrer Dieu en prison. Il va rencontrer Dieu en prison. Et de là, il va vraiment... il va donner sa vie... il va donner sa vie... il va donner sa vie en Christ. Il va devenir vraiment croyant, pratiquant. Il va se lancer... dans des trucs. Il va reprendre sa vie en main, en fait. Il va reprendre sa vie en main. Et donc, quand il va sortir, quand il va sortir de là, il va fonder sa première famille, ses premiers enfants. Et après, il va divorcer avec la mère. Et il va tomber amoureux de Sarah, qui est la mère de Nehemia. Il va donner naissance à Nehemia le 20 mars 1997 et à Zéphania, à Jaël et à Angelina. Donc, Nehemia, il a six grands frères et grandes sœurs, en fait, qui ne vivent plus avec eux parce que eux ils sont déjà adultes, donc ils ont quitté le nid parental, ils sont partis vivre leur vie. Donc, dans ce cas, vous voyez, les familles chrétiennes, là, les familles chrétiennes, surtout les croyants aux États-Unis, déjà que nous, en Afrique, nos parents, quand ils sont chrétiens, surtout ceux qui sont endoctrinés là, vous voyez un peu le genre, donc imaginez un peu chez eux. Son père, il est strict en fait. Pour lui, les filles doivent avoir des longs cheveux et des hommes doivent avoir des cheveux courts. C'est plus mignon. Pour lui, un homme doit être viril, doit être en fait, je comprends pas pourquoi un homme doit être viril, en fait. Quoi. Jésus, c'est... Jésus, quand on voit Jésus, quand on se voit les films de Jésus, Jésus n'avait rien de viril, en fait. Donc, pourquoi dans leur image, un homme doit être viril? Jésus, je pense qu'il avait des longs cheveux, non? Pourquoi un homme doit couper les cheveux, en fait? Je comprends pas leur délire, là. Donc, c'était un père strict qui ne montrait pas son amour, en fait, qui ne montrait pas son amour. Mais à l'église, c'était un tout homme, il aidait les pauvres, les orphelins, il était dans plein d'associations. Et toujours, quand vous voyez les gens conservateurs là, ils sont toujours pro-armes. Son père, il avait beaucoup d'armes à la maison, donc Grégory, il avait beaucoup des armes à la maison. Il disait, il faut être prêt au cas où... on vient leur cambrioler en fait. Et moi, je comprends pas ça. Et c'est ça en fait. Et c'est plus les conservateurs là qui sont pro-âme. Et il faut savoir que les conservateurs, eux, leur truc, c'est la Bible. Mais à quel moment tu te dis, Dieu n'est pas censé être amour. Donc, si toi, on te cambriole, tu tires sur quelqu'un. Je comprends pas parce que Dieu n'est pas censé être amour. La Bible n'apprend pas la Bible prêche le pardon, non? Donc, bref, en fait
c'était un peu ça pour vous faire dans quelle ambiance il a grandi. Parce que il n'avait pas... donc, Néhémia, il n'avait pas le droit d'avoir des amis en fait. Bon, sauf les amis de l'église et tout et tout. Donc, depuis 2012, Néhémia avait développé une véritable addiction pour des jeux violents, en fait, donc des jeux vidéo violents. Et dû à cette addiction, donc ils s'enfermaient maintenant plus dans sa chambre pour jouer, alors que c'était un enfant qui faisait plein d'activités, d'activités, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'église, parce qu'il était dans la chorale. Dans la chorale, il jouait de la guitare, de la basse, de la batterie. Et à l'école, il jouait au basket. Il jouait au basket et il jouait à quoi? Il jouait au basket et il faisait de la lutte, en fait, comme son père. Parce que pour lui, son père, c'était son modèle, en fait. Et plus tard, il voulait devenir aussi... vu que après son père a fait l'armée, donc plus tard, il voulait faire l'armée comme son père, rentrer dans un corps comme son père. Et d'ailleurs, il s'amusait à porter les anciens treillis de son père pour montrer, voilà en fait, genre mon père était militaire, donc moi aussi plus tard je suis devenu militaire. D'ailleurs, mon père c'est tellement mon modèle que je fais la lutte en fait. Mais avec son addiction aux jeux vidéo, donc il se renfermait déjà plus dans sa chambre pour jouer. Et sa mère était inquiète. Sa mère, elle ne voulait pas il passe tellement de temps enfermé parce qu'elle a connu son fils ouvert, joyeux et autres et autres et autres. Et d'ailleurs, il faut savoir que Néhémia avait une petite amie de 12 ans. Il avait une petite amie de 12 ans qu'il a gardé le secret. Il n'a pas dit à ses parents parce que, quand je vous ai dit, son père était... et forcément, son père allait mal le prendre en fait. Donc, il avait une petite amie qui n'a pas dit. Qui n'a pas dit à ses parents, une petite amie de 12 ans. Voilà, parce que je m'imagine 15 ans, un adolescent de 15 ans avec... En fait, je n'ai pas là pour donner ton jugement, en fait. C'est des choses faites à vidéo et casse tout, en fait. Donc, le 19 janvier 2013, lorsque son père était absent, parce que son père travaillait dans un refuge pour sans-abri. Je vous ai dit que son père, il faisait tellement de bonnes actions en dehors de sa famille. Dans sa famille, il ne montrait pas de l'amour, mais dehors, c'était quelqu'un de bien. Il faisait plein d'actions. Donc, son père, le 13 janvier, son père était absent. Donc, une dispute éclata entre Néhémia et sa mère Sarah, en fait. Et ce jour-là, la dispute était tellement violente que sa mère l'envoyait dormir plus tôt que prévu. Et Néhémia, c'est pas passé en fait. C'est pas passé. La daronne, tu m'envoies dormir, c'est comment et tout et tout et tout. Et donc là, Néhémia, pendant que tout le monde dormait, lui, il était en train de cogiter en fait. Il était en train de cogiter parce que je suppose que quand on l'envoyait dormir au salon, il entendait sa mère rire, il entendait ses frères et sœurs jouer. Donc pour lui, dans sa tête, il a cogité, et aux environs de minuit, il entra, oui, aux environs de minuit, il entra dans la chambre de sa mère, il prit le fusil à lunettes calibre 22 de son père, parce que son père avait plein d'armes, il le chargea et il tira à sa mère en fait. Il faut savoir que ce jour, sa mère dormait avec son frère Zéphania de 9 ans. Donc Néhémia et Zéphania. Pour un père qui veut la virilité, je donne à tes garçons Néhémia et Zéphania. Très viril. Bref. Donc Néhémia, il a pris le fusil à lunettes calibre 22 de son père. Il tira sur sa mère. Donc, quand il a tiré sur sa mère à bout portant, son frère, vu que sa mère dormait avec son frère Zéphania de 9 ans, le frère, c'est le bruit, en fait, je suppose qu'un fusil, ça fait bruit, et si ça à bout portant, donc le frère paniqué, 9 ans, il se réveilla en sursaut et tout, et là il vit son frère
pointer l'arme sur sa mère et tout. Donc, un enfant de 9 ans, il comprend pas ce qui se passe et tout. Et là, Néhémia, sali qu'il est, il souleva la tête de sa mère. Il souleva la tête de sa mère. Il montra à son frère que, regarde en fait ce que je fais. Et il dit à son frère que c'est toi le prochain en fait. Et là, il tira à bout portant sur son frère de 9 ans. Le bruit réveilla ses sœurs, Jaël et Angelina. Oui, Angelina, 3 ans, Jaël, 5 ans. Donc, il se dirigea vers leur chambre. Et pareil, il tira sur ses 2 sœurs de 3 ans et de 5 ans. Puis, il retourna dans la chambre de sa mère pour tirer, en fait. Il tira sur sa mère comme pour se libérer de la colère qu'il avait. Et après, vous pensez que non, genre, il a culpabilisé que qu'est-ce que je viens de faire. Non, au calme, en fait. Il prit un selfie de sa mère morte. Il envoya à sa petite amie de 12 ans que tiens, regarde bébé, regarde ce que je viens de faire. Et là, vu que son père n'était pas là, il attendit son père et tout, Quand le matin, son père rentra, il alla se cacher dans la salle de bain. Donc, quand son père, la salle de bain qui était au rez-de-chaussée en fait, parce que chez les Blancs, il y a des maisons à 2 niveaux, donc il alla au rez-de-chaussée et quand son père passa devant lui, il tira 5 fois dans, une à la tête et plusieurs balles à l'abdomen en fait. Donc il tira. Et après, il prit, parce que c'était pas fini en fait. Pour lui, c'était pas fini. Il prit 2 fusils et des cartouches qu'il mettait dans la voiture, dans la camionnette de son père. Pour lui, dans sa tête, il se dirigeait, après là, il devait aller tuer les parents de sa copine. Donc, ça ne suffit pas déjà d'avoir tué son père, sa mère, ses frères et sœurs. Il se devait aussi de tuer, en fait, de libérer sa petite amie de 12 ans de l'emprise de ses parents. Et après, il devait se rendre dans une surface commerciale ou dans un centre commercial pour tuer plus de monde pour qu'à la fin, la police le tue en fait. Donc, il avait un plan de carrière, genre, je tue mes parents, après je tue les parents de ma petite amie, après maintenant, je m'en vais tuer plein de personnes pour qu'au final, on me tue. Mais si tu veux mourir, pourquoi donc tuer les parents de... Parce que moi, je peux comprendre que tu veux tuer tes parents, tu veux tuer les parents de ta petite amie pour prendre ta petite amie et vous allez vous enfuir. Mais pourquoi, si tu veux mourir à la fin, tuer les parents de ta petite amie en fait? Je comprends pas son délire. Bon, après tout, c'est un enfant de 15 ans. Donc, comme je vous ai dit, il metta les fusils dans la communauté de son père. Et il s'en alla. Quand il s'en alla, bizarrement, il envoie le message à sa petite amie de le trouver dans un parc. Donc, ils ont passé le temps au parc et tout. Il dit à sa petite amie, il a dit à sa petite amie que si on te demande, tu dis que mes parents sont morts, que quelqu'un est venu dans la nuit et a tué mes parents en fait. Chose qui était faux vu qu'il avait envoyé une photo de sa mère morte à sa petite amie. Donc sa petite amie savait que c'est lui qui avait tué ses parents. Donc après avoir un peu traîné au parc, ils sont allés à la librairie de l'église en fait. Et il faut un peu écouter un peu le nom de leur église. C'est la chapelle quoi? La chapelle du lieu de calvaire en fait. La chapelle du lieu de calvaire. Ça c'est quel genre d'église? C'est quelle forme de lieu de calvaire? Comment on va pas se tuer si notre paroisse a ce nom? Lieu de calvaire, comment? Donc, ils sont allés à la bibliothèque des lieux de calvaire et tout. Et là, les gens ont commencé à tiquer parce que d'habitude, quand on le voit dans l'enceinte de l'église, il est toujours accompagné de ses parents. Et là, il n'y avait pas ses parents, en fait. Il n'y avait pas ses parents. Et il disait à qui veut l'entendre que, bah, et il y avait, les personnes ne concordaient pas. À certaines personnes, il disait que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Et à d'autres, il disait qu'il y a quelqu'un qui est venu tuer ses parents. Donc, ça concordait pas en fait. Et là, c'est pas tout. Bon, vu qu'il ne faisait que dire, et
on n'avait pas l'habitude de voir, on n'avait pas l'habitude de le voir seul et tout. Donc, certaines personnes sont allées dire ce qu'il disait au pasteur. Et donc, le pasteur lui fit appel et tout pour comprendre un peu sa version. Et le jour-là, il y avait un agent de police, l'agent Vince Harris. Je n'ai pas de conneries, donc c'est ça. Il y avait l'agent Vince Harris aussi. Ils l'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et il a expliqué que quand il est rentré aux environs de 22-23 heures, il a trouvé ses parents morts et tout. Il a trouvé ses parents morts et tout. Et ce qui a fait tiquer l'agent Vince là, c'est que pour un enfant qui a trouvé ses parents morts, il n'avait pas le comportement en fait. Il était plutôt froid, il avait la tête baissée, il n'était pas affolé pour un enfant qui vient de découvrir le cadavre de ses parents et tout. Donc, le pasteur envoyait l'agent Vince pour aller regarder, peut-être il blaguait et tout. Une fois, quand ils arrivent à la maison, et bien, ils découvrent que c'était pas une blague parce que quand ils rentrent, à peine ils sont rentrés, ils voient le corps de Grégory, le père, au sol. Quand ils montent dans la chambre des parents, ils trouvent Sarah et Zéphania morts sur le lit, criblés de balles. Et dans l'autre chambre, ils trouvent Jaël et Angelina, pareillement, criblés de balles et tout. Et donc, on l'arrête pour l'emmener au poste, en fait, pour l'interroger, parce que là-bas, c'est comme ça, il faut t'interroger, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et déjà, quand on l'arrête, c'est un mineur, il n'a que 15 ans. Aux États-Unis, où je pense qu'en Europe, je ne sais pas si en Europe c'est comme ça ou partout c'est comme ça, mais aux États-Unis, vous n'avez pas le droit, tant que tu n'as pas 18 ans, on n'a pas le droit de t'interroger sans la présence d'un avocat ou sans la présence d'un membre de ta famille en fait, parce que tu n'es pas majeur. Donc les autorités là, les agents là, ils savaient ça, mais ils l'ont quand même interrogé sans la présence d'un avocat, sans la présence d'un autre adulte de sa famille et tout. Et au début, il dira la même chose que voilà, quand je suis venu, j'ai croisé mes parents, ils étaient déjà décédés, mais parce que chez eux, interrogatoires, qu'est-ce que tu voulais dire? Ils font des interrogatoires, non? Donc, ça peut durer des heures, en fait. Donc, imaginez un enfant de 15 ans, déjà qui n'a pas bien dormi la nuit parce qu'il devait attendre son père au rez-de-chaussée pour le tuer. Donc, au final, il avoue que bah, c'est lui, il a tué ses parents. La seule raison qu'il donne, c'est qu'il en voulait à sa mère. Donc, on le condamna et au procès, parce que il faut savoir que aux États-Unis, lorsque tu es mineur et que tu commets un crime, tu peux être jugé comme un mineur. Donc, si tu es jugé comme un mineur, tu vas suivre des soins. Après les soins là, à ta majorité, à 21 ans, tu es libéré. Maintenant, si tu es jugé comme un adulte, tu peux risquer jusqu'à 120 ans de prison, la perpète et tout. Donc, au tribunal et tout, bizarrement, il avait le soutien de sa famille, de certains membres, de ses frères et sœurs. Son oncle qui était un ancien, son oncle, j'ai bien écrit ça, son oncle, je savais que je devais écrire ça. Excusez, en tout cas, son oncle était un ancien gouverneur, en fait, un ancien gouverneur démocrate, donc le frère de son père. Il le défendait, même sa tante le défendait en fait, que c'est pas un criminel, c'est plutôt un enfant qui incompris, qui avait du mal à s'exprimer en fait. Et même certains de ses frères et sœurs, bon, parce que j'ai vu qu'il y avait que deux membres, il y avait que deux de ses sœurs qui étaient contre lui, mais sachant qu'ils étaient 6, donc la majorité le défendait. Donc vu que tout ça, ça compte en fait, ça compte. Au final, le juge, le juge le condamna
à une peine que, une fois adulte, il pourra être réhabilité dans la société. Et le temps passait, le temps passait, le temps passait, le temps passait. Et certaines personnes étaient contre parce que les gens voyaient maintenant que bientôt il devait avoir 21 ans, il devait être libéré. Et là-bas, on s'agite pour un rien. Donc, imaginez un peu pour un meurtre et tout. Donc, il y avait des gens qui montaient pour dire même que le jour, si on le libère et qu'il commet un crime, ce sera la faute de la loi, ce sera la faute des autorités, parce que ce sont eux qui vont le libérer et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, 7 jours avant sa libération, le juge annula en fait. Et là, maintenant, on le jugea comme un adulte. En 2019, on le jugea comme un adulte, donc 7 ans après. Parce qu'on on l'a arrêté en 2013, en janvier 2013, donc en 2019, 7 ans après, on le jugea comme un adulte. Et là, même son oncle encore est venu prendre sa défense pour rappeler. Son oncle a rappelé que son frère n'aurait pas voulu que son fils passe tout son temps en prison. Son oncle a rappelé l'ancien passé de son frère, que son frère Grégory, lui-même, il était d'abord un délinquant. Après, il a su se ressaisir et tout. Donc, son neveu ne mérite pas de passer toute sa vie en prison. Deux de ses sœurs sont venues dire qu'elles sont contentes que le juge, ou la juge, parce que c'est une femme en fait, le juge maintenant comme un adulte, au moins comme ça, il va comprendre ce que ses actions ont eu dans leur vie et tout. Mais d'autres, même sa tante en Corse et ses frères et sœurs, sont venus dire que non, il était déjà sur le, il est déjà sur, d'ailleurs, il est déjà dans le processus de réhabilitation en fait. Donc, pour eux, ça ne vaut pas la peine qu'ils ils passent plus de temps en prison. Ils ont déjà perdu. Dans ce truc-là, il y a pas de gagnant. Ils ont déjà perdu plusieurs membres de leur famille. Ils ne veulent pas encore perdre leur frère et tout et tout. Et vous pensez que le juge, la deuxième de fois, le juge ne s'est pas laissé attendrir. Donc, le juge, le 1er novembre 2019, la juge le condamna à 3 peines de prison à perpétuité, en fait. Je me dis, comment on peut condamner? En fait, c'est des foutages de gueule, en fait. Comment on peut condamner un seul être humain à 3 peines de prison à perpétuité? Donc, je fais la perpète là, je meurs, je reviens encore faire la perpète là, je meurs et je reviens faire la perpète là, c'est ça. À quel moment on condamne quelqu'un à 3 peines? Donc, jusqu'à présent, il est toujours en prison, hein. Il est toujours en prison. Il pourra prétendre à une libération conditionnelle après une peine de 34 ans de prison, en fait. Après une peine de 34 ans de prison. Et moi, je me dis, on parle quand même d'un enfant. Si les lois disent qu'un enfant doit être jugé comme un enfant, un enfant doit être jugé comme un enfant, pourquoi le juger après comme un adulte en fait? C'est vrai que le crime et tout, rien ne tolère. Moi, j'ai toujours dit rien ne justifie un crime. Rien ne justifie un crime. Et on parle d'un enfant comme son oncle a bien, il pouvait encore en fait. Moi, je comprends pas. Et si même ses propres parents disent que, dites-moi un peu, vous pensez, mettez un peu en commentaire, vous pensez que quelqu'un qui a fait la prison, quand il sort de prison, il peut être racheté ou quand il sort de prison, il sera pire. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que la prison ne corrige pas, la prison rend rebelle. Mais moi, je me dis que la prison te rend rebelle quand tu es condamné ou quand tu es emprisonné injustement. Mais si tu es emprisonné pour quelque chose que tu as fait, tu peux avoir des remords et lorsque tu sors, tu peux être, tu vois, tu te ranges en fait. Maintenant, lorsque tu es aussi condamné injustement, forcément, tu vas par exemple, imagine quelqu'un, tu vas faire une peine de prison, 10 ans, 5, tu vas faire 10 ans, 15 ans, 20 ans d'emprisonnement pour quelque chose que tu n'as pas commis. Forcément,
tu as la haine, forcément tu as la colère. Quand tu sors de là-bas, tu es énervé. Donc, moi, je me dis, parce qu'il y a des gens qui disent hein, que la prison ne corrige pas, la prison rend rebelle. Donc, dites-moi un peu en commentaire pour vous, vous pensez que pour le cas de Nehemia, s'il était sorti à ses 21 ans, vous pensez qu'il aurait encore tué plus de personnes ou il se serait remis dans le droit chemin en fait. Parce que nous n'oublions pas aussi qu'il avait dit que pour son plan, c'était de tuer plusieurs personnes et à la fin mourir par les balles de la police en fait. Donc moi je me dis peut-être aussi que en sortant de là, il aurait peut-être dit bah j'ai pas fini mon plan j'ai pas fini mon plan diabolique et tout. Donc je continue et puis voilà pour mourir en fait. Et je crois pas. Je crois pas en fait, parce que ce que j'ai lu, il avait du remords et tout. Et puis ce qui n'a pas joué aussi en sa faveur, parce que là-bas en prison, il a quand même. Parce que vous savez que la conduite aussi, la conduite en prison, ça joue un grand rôle. Hein. Parfois, tu es condamné à 10 ans d'emprisonnement. Si tu as une bonne conduite, on te libère plus tôt en fait. Et là-bas, il n'a pas eu une très bonne conduite. Il est même sorti avec une dame, je sais pas ce qu'elle faisait, je sais pas, j'ai pas noté son truc, quel rôle elle jouait là-bas, mais c'était, on parlait, il avait 17 ans, elle était dans la trentaine, donc c'est tout ça qui n'a pas joué, mais je me dis, un adolescent, il est en prison, déjà c'est sûr quand il avait 15 ans et son amourette là, ils n'ont pas eu de rapport en fait. Donc, il est allé en prison, 17 ans. Il voit une dame qui s'intéresse à lui. Et ça reste toujours un enfant. Ça reste toujours un enfant. C'est pas ce qu'on dit. Ça me fait un peu penser à ma première histoire de true crime là. On a dit l'autre avait le droit de faire du chantage parce qu'il avait 15 ans. Donc, n'oublions pas aussi que c'est un enfant de 15 en fait. Donc, mettez-moi un peu en commentaire, c'est tout. J'ai pas voulu prendre plusieurs trucs parce que ma dernière vidéo, ma première vidéo a fait 50 minutes et tout. Et donc là, je voulais pas prendre. Donc, dorénavant, je vais prendre juste l'essentiel pour faire mes vidéos parce que je veux pas durer. J'ai des vues sur YouTube, donc je vais pas faire des longues vidéos et tout. Donc, si tu es resté juste, ça fait 27 minutes que je parle. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de mettre n'importe quoi en commentaire, même que ce soit des emojis en fait, commenter. Ça motive en fait, ça motive. Parce que quand je regarde, il y a des gens qui regardent mes vidéos, mais quand je regarde le nombre de commentaires, je regarde le nombre de likes, ça concorde en fait. Même juste le fait que tu as cliqué sur la vidéo, laisse un pouce en fait. C'est motivant. C'est motivant. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas, comme je dis toujours, le plus important, c'est de rester vous-même. Je vous fais plein de bisous. Allez.